quittera et s'attachera. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer l'actuelle situation de notre invité de ce soir. Il tâchera de nous donner en détail les raisons qui lui ont poussé à quitter l'un et à s'attacher à l'autre, mais il nous reparlera également de son bilan à l'Assemblée nationale à 2 mois de la fin de la législature ici en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, merci de recevoir avec moi dans le cadre de votre émission Dites-nous la vérité à Ados Ndombassi. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent et grand merci à la grande équipe technique. Vous êtes candidat député national, circonscription de la Funa. Vous êtes député national en fonction à 2 mois. On parlera quand même de votre bilan parce que selon certains, cette législature aura été la pire de l'histoire de la démocratie en République démocratique du Congo, mais on en parlera. La dernière fois qu'on s'est vu avec vous à Ados Ndombassi, moi personnellement, c'était au siège de l'ECID. Vous teniez une conférence de presse pour essayer de répondre à la problématique de 21 000 $ que vous touchez ou pas. Tout à fait. Depuis, on ne s'est plus revus. Tout à fait. Et depuis, beaucoup de choses se sont passées. Se sont passées, tout à fait. À quand remonte la dernière fois où vous étiez à l'ECID? Je pense que j'ai annoncé mon départ le 29 juin 2023 lors d'un point de presse que j'ai organisé. C'était au siège? Non, que j'ai organisé. Non, ce n'est pas au siège, c'était chez moi, dans mon quartier, à Matogué, dans mon petit village. Voilà, j'ai annoncé que je quittais bien sûr l'ECID, le parti cher au président élu Martin Fayulu. L'ECID qui est pour moi et qui restera toujours ma grande famille. Et bien sûr, le président Martin Fayulu qui restera un mentor, un père. C'est lui qui m'a accompagné pendant mes premiers pas dans le monde politique. Donc, respect total à cette grande personnalité politique qui est Martin Fayulu Madidi. Mais la dernière fois où vous êtes rendu à l'ECID, avant de quitter, c'était quand et à l'occasion de quoi? Non, mais c'est... je ne sais même plus. Mais je pense que c'est peut-être... j'ai quitté l'ECID le 29 juin. Peut-être que je ne me suis plus rendu à l'ECID parce que j'avais un bureau au siège. Peut-être que c'était le 27 ou le 28. Donc, vous étiez régulier au siège? J'étais régulier, oui, j'étais régulier. Et j'assistais aux réunions qui étaient présidées par le président élu Martin Fayulu. Mais vous savez très bien que quand le président Martin Fayulu est revenu des États-Unis, si je ne me trompe pas, le 12 ou le 13 juin, il est revenu avec un message douloureux pour nous annoncer que l'ECID n'allait pas participer aux élections. C'était pour faire pression, pour demander l'audit du fichier électoral. Et moi, en tant que collaborateur du président élu Martin Fayulu, j'ai clairement dit que c'était une mauvaise solution. Souvenez-vous, je pense que vous étiez là aussi, à Kisangani, le congrès de Kisangani. Il n'a pas été question pour l'ECID de boycotter les élections. Le mot boycott ne figurait pas dans notre vocabulaire. Et je vais rappeler au président élu que c'est une grosse erreur. Souvenons-nous de 2006. Où le feu président Étienne Tshisekedi, à cette époque, avait pris aussi une mauvaise décision de boycotter les élections en 2006, si je ne me trompe pas, et de demander aussi à l'UDPS de ne pas se rendre aux élections. Et malheureusement, nous savons tous ce qui s'est passé. Et malheureusement, le président élu a suivi ce chemin. J'ai dit non, je n'ai pas été compris. Et le 22 juin, j'ai adressé une lettre ouverte au président Martin Fayulu pour revenir sur sa décision, parce que nous avions un meeting le 25 juin, Angie de Sainte-Thérèse. Malheureusement, le président élu a endurci sa position, et le 29 juin, j'ai pris mes clics et mes claques et voilà, j'ai quitté l'ECID. Oui, mais surtout qu'il faut dire par rapport à Étienne Tshisekedi, qui a gardé une certaine cohérence. Il a dit non de bout en bout. Là, on a vu une sorte de tâtonnement quand même dans les chefs de Martin Fayulu, diront certains. Mais tu sais, le problème dans ce pays, c'est le fanatisme, c'est le djalilisme. Moi, j'avais un principe, et je l'avais déjà dit au président Martin Fayulu, je ne suis pas votre fanatique. Je suis votre collaborateur, capable de vous dire oui, capable de vous dire non. Mais malheureusement, nous avions des réunions où il y avait 50 fanatiques et peut-être 4 ou 5 collaborateurs. Et c'est ça qui a envoyé, je peux dire, l'ECID dans la perdition, malheureusement. Avec ce rétropédale, et là vous vous dites avec un peu de recul, au regard de l'actuelle situation où on voit Martin Fayulu qui est candidat, vous dites que ça y est, j'avais pris la bonne décision. Mais j'avais pris la bonne décision, c'était prévisible.
C'était prévisible, mais je le dis encore, c'est parce que je n'ai pas été accompagné par mes collègues. Et certains étaient contre aussi le président Martin Fayulu. Mais ils n'avaient pas cette possibilité, cette liberté de dire non. Ce qui tue ce pays, très cher Élysée, Odia, ce qui tue ce pays, c'est le djihadisme. Nous avons déifié certaines personnalités politiques. Ce qui tue ce pays aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, c'est les Fachi Béton, Moukoua Tombolo, c'est les Fayulu Aigle, c'est les Kabila China Rambo, c'est les Moïse Charman, Adolphe Mouzitou Fumumpa, Bemba Igwe. Bref. C'est juste des surnoms, hein, mais comme ça, et c'est dans notre culture. Pour moi, vous êtes un artiste, vous savez que... Non, mais c'est culturel aussi. Le djihadisme, le fanatisme sont des plaies pour la République démocratique du Congo. Nous avons déifié les individus. N'oublions pas que ce sont des humains, avec des erreurs. Et je pense que ce jour-là, ou ces jours-là pendant les réunions, Martin Fayulu était en pleine erreur. Et il fallait des collaborateurs qui lui disent « Président, c'est une grosse erreur, nous devons aller aux élections ». Vous devez comprendre une chose, madame, que le processus électoral n'est pas la chaise gardée de la majorité, ni la chaise gardée de l'opposition. Le processus électoral appartient au peuple congolais. Donc, pour moi, il faut combattre les injustices en restant dans le processus. Et malheureusement, le président Martin Fayulu a pris une mauvaise décision. Vous devez savoir déjà que les CID, nous avions énormément de problèmes. Nous avions un grand leader et nous étions considérés comme un parti politique qui n'avait que 7 députés nationaux. Et après, vous savez ce qui s'est passé, on en a perdu... 7 dans le code de l'ICD ou de la dynamique? De la dynamique de l'opposition. Excusez-moi. Mais quand même, il y a 4 qui appartenaient à l'ICD. Donc moi, c'est vrai que j'étais de la dynamique de l'opposition, mais j'ai fait mon choix d'accompagner le président élu dans les CID. Donc j'ai rejoint les CID après. Il y a maman Chantal Massiala, Charlotte Massiala, paix à son âme. Il y avait Jean Bosco Bambo et Jean-Baptiste Kassekwa. Donc les CID n'avaient que 4 députés nationaux. Et il fallait faire grandir comment on appelle, les CID. Et c'est le travail que nous avons fait pendant 5 ans avec mes autres collègues. L'idéal, c'était d'avoir une bonne cinquantaine et pourquoi pas avoir 70 députés sur cette législature, sur cette prochaine législature. Mais malheureusement, cette décision du président Martin Fayulu a tout détruit, malheureusement. Quand vous regardez, quand Martin Fayulu revient sur ses propos et dit qu'il va participer aux élections, qu'est-ce que ça vous a fait? Quel gâchis. Quel gâchis. Parce qu'aujourd'hui, le président Martin Fayulu est un homme très populaire. Vous savez, moi j'ai eu l'habitude de voyager avec le président élu Martin Fayulu. J'étais soit dans l'équipe d'avance, soit je voyageais avec lui. Et nous, on avait pour mission de tâter le terrain, d'écouter les gens. Et je peux vous dire que le peuple était prêt à redonner encore confiance au président élu Martin Fayulu. Vous pensez qu'il n'est plus, que ce peuple n'est plus prêt? Non, mais je ne vais pas verser dans la polémique, mais c'est juste... pas une polémique, c'est juste une question. C'est juste vous dire qu'à cette époque-là, le peuple congolais attendait le président Martin Fayulu. Nous sommes allés avec des Voskitoko à Kolwezi, nous sommes allés à Lumbashi, nous sommes allés dans la Bongala, nous sommes allés en province orientale. Le peuple congolais attendait le président Martin Fayulu. Et vous savez ce qui s'est passé? Le 19 juin, quand le président Martin Fayulu annonce son boycott provisoire des élections, ce qui se passe, c'est que France 24, à 13h10, donc Martin Fayulu organise son point de presse à 13h, si je ne me trompe pas, et à 13h10, France 24 annonce que Martin Fayulu quitte le processus électoral. C'était faux. C'était provisoirement. RFI annonce que Martin Fayulu boycotte les élections. Vous comprenez que c'est déjà un problème. Parce que Martin Fayulu a parlé d'un boycott provisoire. Mais les annonces sur les médias, c'est un boycott, c'est un retrait du processus électoral. Donc Fayulu était quand même aussi cohérent, donc c'est les médias qui ont induit les uns et les autres. Mais oui, mais tout à fait. Mais malheureusement, votre peuple, le peuple qui se trouve en province orientale, celui qui se trouve au Congo central, celui qui se trouve au Kasaï central, au Grand Kasaï, au Katanga, quand il apprend, il est choqué. Surtout, n'oublions pas que SID, le président Martin Fayulu, a demandé à ses électeurs de s'enrôler massivement. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, honorable Massi, moi, j'ai décidé dans ma vie de ne plus voter. Et après discussion, après échange, ils disent, nous revenons, ok, nous allons nous enrôler pour vous.
Mais imaginons la suite. Ces personnes qui se sont enrôlées, et vous, président élu, vous vous retirez du processus électoral. Et le gros souci aussi, madame, le gros souci, c'est qu'il y avait plusieurs candidats à la législative qui pouvaient devenir des députés nationaux. Quelles sont les raisons? Ceux qui sont restés, on en connaît beaucoup, il y a ceux qui sont partis, on parlera là de là où ils sont partis, mais il y en a qui ont décidé de rester. Vous pensez que ceux qui ont décidé de rester, c'est par conviction ou juste par fanatisme par rapport à l'aigle, à cette déification? Mais je ne sais pas, madame, c'est difficile, mais je ne peux pas répondre à leur place. Mais je ne sais pas pourquoi ils sont restés. Mais je sais qu'une bonne partie de l'ECD a quitté, et certains même se sont présentés aujourd'hui dans l'Union sacrée, malheureusement. Je vous le dis, il y avait un travail qui avait été fait. Les CID avaient maintenant une assise sur le plan national et on pouvait avoir une bonne septantaine de députés. Malheureusement, très mauvaise décision. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas eu le courage de dire la vérité au président élu. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous créons des dieux. Nous-mêmes. Et malheureusement, quand on crée un dieu, il est difficile de dire non à son dieu. Fayoulou dit, je vais me présenter à la présidentielle. Vous dites, quel gâchis. Quel gâchis. Quel gâchis, parce que... il y va seul, n'oublions pas. Avec le peuple, mais soyons sérieux. Madame, qu'on se le dise, la circonscription du président de la République, c'est les 2 345 410 km² qui composent la République démocratique du Congo, n'oublions pas. C'est les 145 territoires. Et les députés nationaux font la campagne du candidat président de la République. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Parce qu'aucun président de la République, aucun candidat président de la République ne peut circuler dans les 145 territoires. C'est quasiment impossible. C'est impossible. Et ce sont les députés nationaux qui font le relais. Ce sont les députés provinciaux qui font le relais. Et même aujourd'hui, avec les amis qui sont dans les municipales, c'est eux qui feront le relais. C'est eux qui battront campagne pour, bien sûr, le candidat président de la République. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le président Martin Fayoulou va avec une béquille, malheureusement. Il avait la possibilité de partir avec sa grande équipe SID, avec des candidats députés nationaux et des candidats députés provinciaux. Malheureusement, je le redis encore, l'entourage fanatique a détruit ce parti SID. Et j'en suis tellement triste. En 2018, il n'avait pas non plus de député Fayoulou, mais ça ne lui a pas empêché d'arriver deuxième. N'oubliez pas, madame, c'est ça 2018, aussi. Il y avait une collation à la Mouka qui était derrière le président Martin Fayoulou. Il y avait Moïse Katumbi, soyons reconnaissants. Il y avait Bemba derrière le président Martin Fayoulou. Il y avait Adolphe Mouzitou derrière Fayoulou. Il y avait Niamouissi. Il y avait Freddy Matoumoulou. Il y avait tant de leaders derrière le président Martin Fayoulou. Donc ces leaders-là avaient des députés nationaux, les députés nationaux de l'ensemble, les députés nationaux de Mouzitou, les députés nationaux de Mbemba ont battu campagne en faveur du candidat président qui était Martin Fayoulou. Donc il y avait plus de 2000 ou 3000 candidats qui ont battu campagne pour le président Martin Fayoulou. Et c'est la raison qui a permis, bien sûr, au président Martin Fayoulou d'avoir 62%. Pas 62, hein, ça c'est selon vous, mais officiellement, non, Martin Fayoulou a fait 34%, 33%, parce que Tshisekedi a été proclamé président de la République avec 38%. Moi, je vous parle de fait, en tout cas de la Cour constitutionnelle. Je pense que la personne qui a été réellement élue s'appelle Martin Fayoulou. Mais nous, on donne les faits, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul président qui... comprend, on est dans les faits. On se dit aujourd'hui que Martin Fayoulou, quand il se dit « j'y vais », en fait, en réalité, il n'a pas de chance de gagner. Ou on est en train de mettre la charrue devant le bœuf. Je ne sais pas, mais après, c'est la politique. Vous êtes un homme de terrain. Mais j'aimerais juste dire qu'il y va avec un handicap. C'est une réalité. Il y va avec une béquille, malheureusement. Voilà. Le fait de n'a pas... Mais j'aimerais dire, encore une fois de plus, c'est une personnalité magnifique. J'ai vu, il était dans le Kouilou. Vous avez vu le monde qui a afflué? C'est énorme. Donc il garde... Est-ce qu'on regarde ce qu'on a vu dans le Kouilou? On peut dire que Fayoulou garde, allez, sa popularité intacte. Oui, mais non, mais Fayoulou est populaire. Je vous ai dit que j'ai... Dans le Kouilou, à travers le pays. À travers le pays, j'ai circulé. Nous sommes allés dans la Mongala, je vous l'ai dit. Et donc, Martin Fayoulou, imaginez dans le Kouilou, là. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être, pourquoi pas, on aurait 5 ou 6 députés dans le Kouilou. Mais malheureusement, du fait d'avoir renoncé au processus électoral pour la députation nationale, il n'y aura pas de députés nationaux.
Vous avez quitté Martin Fayulu et vous êtes tout de suite allé, je dis vous avez quitté Fayulu pour vous rattacher ou vous attacher à Mukwege avec une rapidité qui peut faire dire à certains que vous n'avez pas pris le temps de réfléchir. J'aimerais vous dire que ça a été très très difficile pour moi de faire un choix. Je n'ai pas pensé quitter les Sidés un jour. Pour moi, les Sidés, c'est ma famille. Et je me battais pour que les Sidés deviennent l'un des plus grands partis politiques en République démocratique du Congo. C'était mon souci. Et pour 2023, pour ces élections, je ne pensais qu'à les Sidés. Je ne jurais que sur les Sidés. Et j'avais un objectif, c'est avoir plus de députés pour permettre à les Sidés d'avoir des alliances qui permettront à les Sidés d'entrer dans l'exécutif et pourquoi pas gérer aussi l'Assemblée nationale. Et pourquoi pas être présent dans le Parlement congolais. Mais malheureusement. Et quand ces décisions sont tombées, je suis parti le 29 juin, j'ai pris mes clics et mes claques. Il fallait trouver un autre regroupement politique qui devait porter bien sûr ma candidature. Parce que vous savez très bien que dans ce pays, être indépendant, c'est compliqué. C'est très difficile. Avec le seuil. Avec le seuil, c'est compliqué. Et j'ai tellement de choses à faire pour cette Assemblée nationale que je me suis dit qu'il fallait me donner tous les moyens possibles d'aller vers un candidat, vers un regroupement qui portera bien sûr la candidature de l'honorable Ados Ndombassi. Et je vais juste revenir rapidement en 2018. En 2018, quand j'ai intégré la dynamique de l'opposition, vous savez, j'ai connu Martin Fayulu grâce au sénateur Didier Moumengi, qui a organisé un rendez-vous où j'ai rencontré Martin Fayulu, nous avons discuté avec lui, et c'était magnifique de le rencontrer. Et je me suis dit que c'est l'homme que je dois soutenir. Et si je suis allé aux côtés de Martin Fayulu, c'est parce que c'est une personnalité qui n'avait jamais travaillé dans l'exécutif. Il n'a jamais été gouverneur, il n'a jamais été ministre, il n'a jamais été directeur général d'une entreprise publique. Et je me suis dit, c'est le profil qui me convient. C'est-à-dire une personne qui n'a jamais travaillé dans l'exécutif. Et c'est pour cela que j'ai fait le choix de Martin Fayulu en 2018. Et ce même problème, cette même problématique revient en 2023. Je me dis, vous devez savoir, madame, la majorité, l'opposition, surtout la majorité bien sacrée, plusieurs partis politiques sont venus me voir pour me dire, honorable Ndombassi, vous êtes l'un des députés les plus crédibles de cette législature, nous avons besoin de vous. Mais pour moi, je ne pouvais pas me permettre d'aller dans l'Union sacrée et porter le lourd fardeau de l'Union sacrée, le bilan, qui est très négatif. Ah, et pourtant, ils sont du bon côté de l'histoire. Pour moi, sérieusement, il était dur pour moi de porter le bilan négatif de l'Union sacrée. Et même du côté de l'opposition, certains sont venus me voir. Mais la même question s'est posée. Tu vas vers qui ? Certains étaient ministres, certains premiers ministres, certains ont été gouverneurs. Je me suis dit, niet, il me faut trouver un profil qui correspond un peu à Martin Fayulu. Et je suis allé, bien sûr, je me suis dit que j'allais soutenir le prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Donc c'est juste le seul élément, le fait qu'il n'ait pas géré. Qu'il n'ait pas géré. Le pays a suffi. C'est un homme intègre. Et j'ai eu encore la chance de le rencontrer. De la même manière que j'ai rencontré le président Martin Fayulu en 2018, j'ai eu cette chance de rencontrer le prix Nobel de la paix, d'avoir une bonne discussion pendant une heure et demie. Nous avons parlé de la République démocratique du Congo. Waouh, c'est magnifique. C'est pas de l'opportunisme. C'est magnifique. Non, c'est vrai que vous avez dit, ouais, Katumbi, non, il était un ancien gouverneur. C'est Sanga, non, il a été ministre. Temozito, non, il a été Premier ministre. Vous avez élagué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas juste... Vous êtes dit, non, ok, par pur opportunisme... Je voulais juste rester dans ma logique. Dans ma logique qui était d'accompagner une personne vierge pour moi. Et le profil, c'était bien sûr le docteur Mukwege. Mais c'est surtout aussi par rapport à son combat. Vous savez, le docteur Mukwege a épaté plus d'un, quand même, qu'on se le dise. C'est quand même l'une des personnalités qui a dénoncé, dans les premières heures, l'agression rwandaise, l'agression ougandaise, l'agression burundaise. C'est l'une des personnes qui
soutient bien sûr les résolutions du rapport mapping. Rares sont les personnalités politiques qui parlent du rapport mapping. Donc pour cela et pour son travail aussi fait dans l'Est, sauver nos mamans, bref, respect, je me suis dit, je l'accompagne. On parle tout de suite de Dr Mukwege. Là vous dites, vous saluez le travail abattu par ce docteur, désormais candidat président de la République, une candidature que certains commencent déjà à remettre en cause. Certains éditorialistes, pour rester dans le domaine du journalisme, disent par exemple qu'il aurait été mieux pour lui de rester neutre, au pire, ou au mieux rester au-dessus de la mêlée et ne pas être candidat. Mais j'aimerais dire ceci, il n'y a aucune école où on apprend le métier de président. Ça n'existe pas. Au niveau de l'Assemblée nationale, souvent, on est magistrat et on vient bien sûr en politique, à la députation nationale. On est avocat, on est opérateur culturel comme Adolphe Bassi et on vient en politique. C'est pareil pour le poste de président de la République. Un avocat peut devenir président de la République. Un médecin peut devenir président de la République. On regarde le contexte politique de la RDC. La RDC a besoin d'une image forte qui peut incarner l'unité nationale. Et cette image-là, pouvait être incarné par Mukwege au lieu qu'ils se mettent, voilà, qu'ils se jettent dans l'arène comme ça et devenir un peu comme tout le monde. Vous savez, on dit souvent que la politique est allée poto-poto en République démocratique du Congo. Ils allient poto-poto parce que ceux qui sont là-bas sont des gens qui adorent le poto-poto. Ce sont des gens qui adorent la corruption. Ce sont des gens qui pensent qu'à leur pense. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à leur poche, malheureusement. Aujourd'hui, il nous faut des personnalités comme Mukwege, qui n'ont rien à prouver. Mukwege n'a pas besoin d'argent aujourd'hui. C'est vous qui le dites, hein? Non, c'est une réalité aujourd'hui. Accéder au pouvoir, le pouvoir change, hein, les hommes, je sais pas, difficilement les hommes changent le pouvoir. Non, je pense que le pouvoir arrive à changer. Mukwege, c'est quelqu'un qui a prouvé au monde qu'il était un grand. Mais malheureusement, j'aimerais dire une chose, madame. Je vais juste vous dire, ce qui a tué ce pays, c'est ce qu'on appelle chance et lokopamba. J'aimerais même le dire en lingala. Et loko ebobimboko yo, et ça chance et lokopamba. Vous savez, vous allez à l'Assemblée nationale demander le CV de certains députés nationaux, il vous dira que baemanga la wemba. Vous demandez à certains ministres, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? Baemanga la kofi. Certains même sont devenus gouverneurs parce que baemba kaye n'album moko. Et certains sont devenus présidents de la République aujourd'hui dans ce pays grâce à la chance et l'Okopamba. Certains sont aujourd'hui ou ont géré le pays parce qu'ils étaient le fils de leur père, c'est tout. Et nous pensons qu'il est important d'avoir une personne qui a réellement prouvé son intégrité, qui a suffisamment prouvé qu'il est capable de gérer, et le professeur Mukwege a prouvé à suffisance qu'il a pu gérer l'hôpital Panzi avec succès. Quand vous entendez certaines personnes dire que non, pas certaines personnes, je le sais dit, le président de la République, lors du dépôt de sa candidature, dire que le Congo n'a pas besoin d'être réparé, mais le Congo a besoin, ou le peuple congolais a besoin du pain et du paix. Ce sont des mots, et madame. De la paix. Ce sont des mots, madame. Mais est-ce qu'il n'a pas raison? Le Congo n'est pas une femme pour être réparé. Non, mais il faut réparer le Congo. Le moteur Congo est en panne. C'est ça la réalité, madame. Mais malheureusement, M. Tshisekedi, le candidat Tshisekedi, que j'ai vu bien sûr devant la CENI, s'est contredit. Oui, le Congo a besoin de pain, c'est une réalité. Le Congo a besoin d'électricité. Mais qu'a-t-il fait pour donner ce pain aux Congolais? Et dans quel état il a trouvé ce Congo? Mais madame, nous sommes... Il est en train de le faire sortir? Non, pas du tout, madame. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui a 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. Mais nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Quel contraste! Nous avons 4 millions de terres irrigables, madame. Mais le riz que nous mangeons provient de Chine, provient du Japon, provient du Pakistan. Ce pays, aujourd'hui, a un potentiel halieutique de 700 000 tonnes de poissons par an. Mais le poisson que nous mangeons provient de Namibie. Ce pays est capable d'accueillir plus de 40 millions de bovins. La RDC a la possibilité de nourrir 2 milliards de personnes. Mais nous-mêmes, 100 millions de personnes, nous n'arrivons pas à manger à notre faim. 43% d'enfants en République démocratique du Congo souffrent de malnutrition. Plus de 10 millions d'enfants. Mais vous savez quoi, madame? Un enfant qui mange mal
de son premier jour de naissance jusqu'à 5 ans, perd à peu près 50% de ses capacités cognitives, madame. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo devient un fournisseur d'abrutis, malheureusement. Mais qu'est-ce que le président Tshisekedi a fait pour remédier à cela? Quels sont les investissements qui ont été faits dans l'agroalimentaire? Rien du tout, madame. C'est que vous ne suivez pas quand même le parcours. Il faut suivre le ministre de l'Industrie. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites de ce côté-là. Parlons du projet Boukangan Lonzo. On en est où? Non, on ne parle pas du projet Boukangan. C'est pas Tshisekedi. C'est pas Tshisekedi, le projet Boukangan. Je vais vous parler. Je dirais paix à son âme, à mon grand frère Chériba Okende, qui a perdu la vie de manière brutale. Nous sommes allés avec mon aîné Chériba Okende au parc de Boukangalonzo. Et je peux le dire que nous avons sauvé le parc de Boukangalonzo des griffes, des mains de certaines personnes de la présidence de la République. Ça, vous parlez de quelle année? Je vous parle de 2020, madame. 2019. Tshisekedi au pouvoir? Au pouvoir, madame. Au pouvoir. Nous sommes interpellés par les agents de Boukangalonzo, madame. 6000 hectares de maïs en train de pourrir. Le gouvernement congolais refuse de donner les moyens à la direction générale de Boukangalonzo pour moissonner ce maïs. Vous êtes au courant qu'il y a un procès Boukangalonzo où on accuse certains d'avoir détourné l'argent? Madame Élisée Odia, nous arrivons sur place et ce que nous découvrons est un scandale. 6000 hectares en train de pourrir au niveau de Boukangalonzo. Et quand nous allons voir le ministre de l'Agriculture, qui est un ancien de l'UDPS, un ministre de l'UDPS, il nous dit ceci. Ceux qui combattent Boukangalonzo, honorable Ndombassi, ce sont les personnes qui sont à la présidence de la République. Ils ont un projet. Ce sont des accusations quand même assez graves. Ils ont un projet, c'est de vendre Boukangalonzo à une firme canadienne pour y planter du cannabis. Donc, madame, dans ce pays... Vous pouvez prouver, moi ces derniers temps, il faut faire attention à la propagation des faux bruits. J'en ai parlé au niveau de l'Assemblée nationale. J'en ai parlé. J'ai dénoncé cela au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui a sauvé le parc Boukangalonzo. Mais voilà, revenons à notre sujet, madame. C'est pour vous dire, quand M. Tshisekedi, le président de la République, nous dit qu'il nous faut du pain, oui, qu'a-t-il donné? Parlons, en 1960, je reviens même en 1960, madame, les Belges nous laissent avec 9000 entreprises. Aujourd'hui, Kabila nous a laissé avec 500 entreprises. Combien d'entreprises M. Tshisekedi a créées aujourd'hui? Combien? On parle de Mukwege quand le président de la République, je ne sais pas, en tout cas, il n'a pas cité le docteur Mukwege, mais il parle des candidats de l'étranger. Tout de suite, on voit quand même les soutiens du président Tshisekedi dire certainement le candidat de l'étranger, c'est Mukwege. J'aimerais dire ceci, madame, il y a une réalité. Nous avons tous constaté, en République démocratique du Congo, que nous avons eu un président de la République qui a bougé pendant 4 ans vers l'Occident, à la recherche de la légitimité. Nous avons vu le président Tshisekedi entrer même dans certains cimetières, saluer la tombe de certains inconnus pour rencontrer Joe Biden. Donc je pense qu'aujourd'hui, la personne qui courtise les Occidents, c'est M. Tshisekedi et non le prix Nobel de la paix, Mukwege. Parlons des faits. Est-ce que l'Occident, on sait comment est-ce que l'Occident se comporte avec les pays africains? Ils ont toujours leurs candidats, il ne faut pas qu'on se leurre. Non, madame. Ils ont toujours, oui, mais en tout cas, la réelle politique nous a appris, vous et moi, on sait comment ça se passe. On sait que ces gens ont toujours leurs candidats. On a parlé d'un candidat de l'étranger à l'époque à Genève. C'est pas cette année qu'on peut remettre cela en question. Il y a une réalité. La mondialisation, vous ne pouvez pas l'éviter. La diplomatie entre peuples, elle existe toujours. Mais ce qu'il nous faut de la grandeur. Comme il est dit dans notre hymne national, nous peuplerons ton sol et nous assurons ta grandeur. Ce n'est pas aux Américains d'assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas à la France ou à la Belgique d'assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. Mais je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec le docteur Mukwege, où il disait clairement, nous devons faire attention aux investisseurs. Parce que souvent, ils se comportent comme des envahisseurs. Mais ça, vous faites allusion à quoi? Parce que c'est lui qui est mis, c'est lui qui est dans le... Bon, des accusés, c'est lui qu'on traite... C'est pour vous dire ceci, madame, que la communauté internationale, avec Mukwege, ne pourra pas s'ingérer dans nos affaires, les affaires de la République démocratique du Congo. Voilà. Mukwege, et quand vous entendez ce discours-là,
qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Quand on dit candidat de l'étranger, ça vise à discréditer Mukwege sur le plan national? Oui, c'est ça l'objectif. Mais parce qu'en face de nous, nous avons des adversaires très faibles qui n'ont pas la possibilité de parler de santé. Est-ce que ce n'est pas une preuve que, ça y est, un peu comme dans d'autres pays africains, il y a une prise de conscience des Africains, des pays africains, qui ne veulent plus avoir cette mainmise de l'étranger? Mais madame, je vous le dis encore une fois de plus, vous avez un président de la République qui n'a fait que voyager, madame. Vers où? Vers l'Occident, à la recherche de légitimité, qu'on se le dise. À la recherche des investisseurs, des partenaires, et au nom des relations. Au nom des relations, vous avez dit, le monde est devenu un village planétaire. Vous avez eu ces investisseurs? Parler d'égal à égal. Vous avez eu ces investisseurs? Non. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un président qui ait une personnalité, capable de défendre la République démocratique du Congo, capable de défendre les intérêts de la République. La politique, c'est l'art de négocier. Voilà. L'art de négocier avec qui et comment? Peut-être pour vendre le pays? Certains ne veulent pas. Pas du tout, madame. Pas du tout. Je pense que nous avons une bonne personne qui a prouvé à suffisance qu'il va défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Et n'oublions pas que plusieurs résolutions qui ont été adoptées aujourd'hui au niveau des Nations Unies, c'est le travail, bien sûr, du prix Nobel de la paix, le docteur Mukwege. Il l'a fait en étant prix Nobel, en étant médecin, et il le fera encore plus en étant président de la République. Vous parlez d'une personnalité qui doit défendre les intérêts du pays, mais qui doit défendre également la culture, la tradition. Et Mukwege est mis également des accusés comme une personne qui fait l'apologie de la théorie de genre, de l'homosexualité, contraire à nos us et coutumes. J'aimerais dire ceci, madame. Vous savez, je compare aujourd'hui l'UDPS à Thanatos. Thanatos, c'est le dieu de la destruction, le dieu de la mort. L'UDPS est nuisible pour ce pays. L'UDPS est un danger. J'aimerais juste vous dire que dans ce pays, l'UDPS nous a fait croire que Mobutu était centrafricain. Dans ce pays, l'UDPS nous a fait croire que Joseph Kabila était rwandais. Dans ce pays, l'UDPS nous a fait croire que Vital Kamerhe était burundais. Dans ce pays, l'UDPS, le matin, dit que Fayulu est un Camerounais, le soir, Fayulu devient sénégalais. Ça, c'est le fruit de l'UDPS, madame. Donc c'est une machine à cadiosa, une machine à mensonge, madame. Et aujourd'hui, l'UDPS, par peur, invente des histoires sur la notion du genre. Mais nous savons tous... Avez-vous entendu un cadre de l'UDPS dire ça? C'est la population, c'est peut-être ça se passe partout. Moi, personnellement, je n'ai pas entendu un cadre de l'UDPS parler, dire que Mukwege fait l'apologie de l'homosexualité. C'est ça aussi. Madame, je suis les réseaux sociaux. Nous avons suivi les interventions des communicateurs de l'UDPS au niveau de certains plateaux de télévision. Et ils s'attaquent au docteur Mukwege pour avoir parlé de la notion du genre. Mais nous savons tous aujourd'hui dans ce pays que le docteur Mukwege est un défenseur de la cause féminine. Ok? Qu'on se le dise. Premièrement, j'aimerais dire ceci. Le docteur Mukwege est un homme de Dieu. Fils d'une famille chrétienne, lui-même pasteur évangéliste. Je ne le vois pas faire la promotion aujourd'hui de l'homosexualité. C'est totalement faux. Mais maintenant, aujourd'hui, le docteur Mukwege combat les inégalités dont sont victimes les femmes en République démocratique du Congo. Vous savez, il y a un rapport du PNUD. Sur 148 pays qui avaient été recensés pour ce rapport, la RDC est placée 144e pays sur cette question de genre, madame. 144e pays, derrière le Yémen, derrière l'Arabie Saoudite, derrière le Niger, derrière l'Afghanistan. Donc c'est grave, madame. Les femmes congolaises subissent beaucoup d'inégalités en République démocratique du Congo. Dans certains coins de la ville de Kinshasa, ici, il y a certaines enfants, oui, qui sont violés, qui ont des enfants à 11 ans, 12 ans. Dans certains coins de la République démocratique du Congo, il y a des coins où c'est le garçon qui va à l'école et la fille est obligée d'aller au champ. Ça a changé avec la gratuité de l'enseignement. 6 millions avec un grand nombre de filles. Le garçon va à l'école, mais la fille
restent comme aide ménagère à la maison. Donc aujourd'hui, la femme congolaise subit beaucoup d'injustices sur le plan économique. Vous devez savoir même sur le plan santé. Sur 100 000 femmes qui accouchent en République démocratique du Congo, il y a à peu près 500 à 700 femmes qui perdent la vie. C'est une injustice, c'est une inégalité. La gratuité de la maternité, de ce côté-là, Tshisekedi a fait des avancées. Une personne qui va mettre au monde ne peut pas perdre la vie. Vous comprenez? Donc c'est inacceptable. Aujourd'hui, sur le plan politique, les femmes ne sont pas présentes. Regardez ce Parlement, même l'Assemblée nationale, qui est composée de 500 députés nationaux. Nous avons combien de femmes? 66. Donc à peu près 14,5%. Ce n'est pas normal. Dans un pays où nous avons 51% de femmes et 49% d'hommes, nous pensons, pour sauver la République, pour le développement de la RDC, la femme doit participer à ce développement. Et c'est ça le combat du docteur Mukwege. Donc on nous arrête de nous parler, qu'on arrête de parler de transgenre, d'homosexualité. Le prix Nobel de la paix veut valoriser la femme congolaise. Voilà. En parlant de la théorie du genre, quand on sait que le concept englobe beaucoup de choses. Mais pourquoi vous voulez prendre ce concept par rapport aux Occidentaux? Parce que ce n'est pas nous qui l'avons inventé, la théorie du genre ne vient pas de nous. Dans ce pays, mais nous avons un ministère du genre. Dites-moi, est-ce que ce ministère du genre a pour objectif de valoriser les homosexuels? La théorie du genre et un ministère du genre, je crois que le ministère du genre a pour objectif de rétablir comment on appelle, de rétablir des égalités. Ok? Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, donnez-moi un peu, est-ce que ce ministère de genre a-t-il de la valeur en République démocratique du Congo? Quel est le pourcentage alloué à ce ministère en termes de budget? Là n'est pas le problème. Donc, pour vous dire la théorie du genre n'est pas la même chose qu'un ministère du genre. La théorie du genre implique beaucoup d'autres choses. Ça, c'est vous. C'est la réflexion en termes occidentaux. Moi, je le dis. C'est eux qui ont inventé ce terme. Je dis ceci. Quand le président Félix Tshisekedi, aux Nations Unies, parle de genre, il parle de quoi? D'homosexualité? Non. Il parle de famille, il parle de femmes, il parle d'enfants, madame. Et le docteur Mukwege est dans cette logique-là. Voilà. Donc ne polémiquons pas. Et surtout, je le redis encore, revenons à l'essentiel, madame. La santé. C'est l'essentiel, sauvegarder nos cultures revenons. Et notre tradition, c'est vraiment l'essentiel. Madame, je suis totalement d'accord avec vous. Mais je vous le dis encore une fois de plus, vous avez l'UDPS qui est une machine à distraction, madame. Ils n'ont pas de bilan. Et ils essayent comment on appelle, de chercher des faux fouillants. C'est totalement faux. Nous sommes dans la logique où nous voulons valoriser la femme congolaise. Et c'est ça notre combat. Et je pense que j'ai poussé assez d'arguments, madame. Voilà. Merci beaucoup. On va très bientôt terminer notre émission. Mais non, déjà, avant, déjà ça va vite. Ados Dombas, Elo, on est ici là. Elo, on est ici là. Non, mais il faut nous la Elo, on est ici là. T'es mandat là, nous coûte ici là. Tout à fait. Elo, on est ici. Votre mandat touche à Safa. Oui. Et comme je le disais au début de cette émission, on commence par le bilan d'une manière générale de l'Assemblée nationale, qui pour certains a été la pire législature. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Oui, je ne suis pas contre. Et je l'ai toujours dit. Quand même. Oui, je l'ai dit. Et je suis sincèrement triste d'appartenir à cette législature. Très triste. Et surtout, moi, j'ai eu des grosses difficultés. Une première expérience plutôt amère pour vous. Très amère et très dure. Vous attendiez à mieux, quoi. Oui, tout à fait. Mais je me souviens qu'en 2020, nous étions bloqués aux États-Unis avec le président Martin Fayulu lors du fameux Covid. Et un jour, nous sommes avec le président Martin Fayulu dans un restaurant à Washington, en plein midi, en train de déjeuner. Je lui dis, président, je vais démissionner, je vais quitter l'Assemblée. Le président Martin Fayulu était étonné, mais pourquoi tu dis ça? J'ai dit, président, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, et ça l'a somme. Je préfère laisser mon suppléant continuer. Le président Martin Fayulu me dit, mais honorable, toi tu ne savais pas que le pays vivait cette situation? Je dis, oui, mais je ne savais pas que le mal était aussi profond. Nous sommes dans des profondeurs abyssales quand même. Et il m'a dit, continue ton combat, parce que ce sera une trahison. Et ce sont ces mots du président Martin Fayulu qui m'ont poussé, bien sûr, à retourner à Kinshasa, continuer ce combat. Déjà 2020, j'avais déjà jeté l'éponge. Donc je me suis dit, je reviens armé pour combattre, pour améliorer les conditions de vie du peuple congolais. Donc,
je le dis, c'est avec beaucoup de souffrance que j'appartiens à cette Assemblée nationale. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On va parler de vous. On fait d'abord le bilan de la législature. À votre avis, qu'est-ce qui n'a pas marché? À qui revient la faute de cette piètre performance des députés nationaux? Ça ne vient pas de moi, hein, ça vient de certains observateurs aussi. Peut-être à la mentalité congolaise. Dans le choix déjà, est-ce que le choix n'était pas déjà bon en amont? Oui, tout à fait, la mentalité, l'égoïsme. Le problème, c'est aussi notre majorité. Vous savez, madame, la corruption a détruit ce pays. Quand je parle de corruption, corruption est égale mauvais état de route, corruption est égale insécurité alimentaire, corruption est égale à tout ce qui est négatif aujourd'hui en République démocratique du Congo. Nous sommes arrivés au niveau de l'Assemblée nationale, madame. FCC Cash avec 388 députés à cette époque-là. Nous, au niveau de la Mouka, nous étions 112 députés. Mais quand le président Félix Tshisekedi décide de changer de majorité en pleine législature, qu'est-ce qui se passe? Il y a une intervention corruptive de Dji Palissade qui arrive. Il y a une intervention de 14 000 $. Les députés, la quasi-majorité des députés nationaux de la Mouka quittent l'Union sacrée à la quête des palissades et des 14 000 $ et ils forment... C'est des accusations graves. C'est une réalité, madame. Et ils forment ce qu'on appelle l'Union sacrée. C'est abject quand même, madame. Moi, Adostomassi, et mes collègues, mes anciens collègues de l'ECD, Jean-Baptiste Kassekwa, maman Charlotte Massia, la paix à son âme, honorable Jean Bosco, nous avons dit non à cette Jeep Palissade qui coûte à peu près 62 000 $. C'est énorme. Avec une Jeep Palissade, tu achètes au minimum une parcelle. Ah, un vient de le faire, il a vendu sa Jeep Palissade pour... C'est pas le rôle du député national voilà. Je ne vais pas entrer dans cette polémique, juste éviter qu'on vienne m'insulter sur le plateau télé. Madame, j'aimerais juste vous dire, 62 000 $, vous achetez quand même une parcelle en République démocratique du Congo. Je ne suis pas un enfant de riche, mon père ne m'a pas laissé de parcelle ni de voiture, ok? Mais j'ai pu dire non à cette Jeep Palissade parce que quand je suis arrivé en politique, j'avais un objectif, travailler pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Donc, pour moi, il n'était pas question d'accepter une corruption pour intégrer l'Union sacrée, madame. Et nous avons fait une conférence de presse pour le dire clairement. Au niveau de l'ECD, vendez ces Jeep Palissades et achetez au minimum des bancs pour nos enfants. Il est anormal qu'un pays comme la République démocratique du Congo, vous ayez bana, obazotanga, namabele, et zali normalité. Donc, ce qui a tué ce pays, madame, c'est la corruption qui a lieu au sommet de l'État et au niveau de cette chambre sacrée qui est l'Assemblée nationale. La corruption a tout détruit malheureusement. Et je me souviens aussi rapidement, on va parler de votre bilan du président Martin Fayulu. Il nous donnait conseil, en arrivant bien sûr à la députation nationale, il nous a dit il y a beaucoup d'argent au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'argent. Si vous défendez le peuple congolais, il n'y a pas d'argent. Mais si vous ne défendez pas le peuple congolais, vous pourrez vous acheter des maisons, des voitures. Et nous, on a fait le choix, c'est défendre le peuple congolais. Donc malheureusement, on n'a pas assez d'argent. On vous a senti quand même un peu hésitant lors de l'affaire 21 000 $. Rassurez-nous, vous n'avez pas touché... Ah non, madame, j'ai une réponse. Vous savez, je vais vous dire une chose, madame. Excusez-moi d'avancer. Permettez-moi d'avancer. En 2006, madame, il y a eu ce fameux scandale de 4 000 $. Le peuple congolais a crié. Ma député nationale va avoir 4 000 $. Ma médecin va foutre raté, ma professeur, tout ça. Les gens ont crié, mais rien n'a changé, madame. En 2012, le salaire de député a triplé. Les gens ont encore crié. Ma député nationale va foutre 12 000 $. Ma professeur d'université va se ramouquer. Ma médecin, ma policier va foutre raté. En 2021, je pense, il y a eu cette polémique sur les 21 000 $. Les gens ont encore crié. Mais moi, Adostomassi, qu'est-ce que j'ai fait? Je décide de déposer une proposition de loi demandant la réduction du train de vie de l'État. Bien après, Sesanga n'a pas été soutenu quand même, et pourtant il était l'un des premiers à demander, à exiger. Non. Et à cette époque, vous étiez à fond, en fait. Jean-Baptiste Kassekwa l'a dénoncé. Sesanga l'a dénoncé. Non, la réduction des trains de vie. Pardon? La réduction des trains de vie oui, des madame, institutions. Ça a été dit, mais il n'y a pas eu de loi. Pour que ça change, madame, il faut une loi.
Et je vous dis que moi, Ados Ndombassi, pour participer à la réduction du train de vie de l'État, j'ai déposé une loi. Quand ça? C'est-à-dire, j'ai déposé, madame, une loi, ça va faire peut-être 48 heures. Je viens de déposer une loi pour dire non au train de vie de l'État. C'est-à-dire pas seulement pour les députés nationaux. Je parle aussi de la présidence de la République. Premier ministre, primature, ministre. Il faut carrément réduire toutes les enveloppes salariales du président de la République, des ministres, primatures, je veux bien, gouverneurs. mais le 21 000, vous l'avez touché ou pas, vous? Mais on l'a touché. C'est une réalité, mais madame. Mais tous les députés nationaux l'ont touché. Même Jean-Baptiste Kassé, quoi. Même c'est ça. Même c'est ça, là. Mais jusqu'à ce jour, tout le monde touche les 21 000 $. Mais comme je vous le dis, madame, encore une fois de plus, le plus important, c'était de combattre cela. Parce que ne soyez pas étonnés qu'en 2024, que vous apprenez que le salaire de député, que les émoluments atteignent des chiffres... Ados Ndombassi, donc, au Simbino Mbongo, 21 000 après, au Tindilo. Mais non, mais madame, s'il vous plaît, dans le vidéo, madame, tu peux être contre les 21 000. Vous avez 4 députés au combattre. Madame, l'Assemblée, c'est violent. Madame, vous êtes 4. Conviction. Vous avez refusé les palissades. Vous auriez dû refuser les 21 000. Madame, au nom de cette conviction. Mais est-ce qu'on y a un palissade dans un problème on l'a vu? Mais on peut vous tuer là-bas, non? Madame. Mais non, vous avez 4. Ok, non, 21 000 $, je suis contre. Mais madame. J'apprécie votre sincérité, mais je dis que ça manque quand même du courage. Mais madame, je vous dis ceci. Madame, Kosakanate, l'Assemblée nationale Zaliwa, tu peux mourir là-bas. Et ça blague. Au nom de la conviction, il fallait accepter de mourir. Écoutez-moi, madame. Les gens là-bas viennent pour se retrouver. Bino vous avez 4. Maman. Bon, ce problème, madame. Vous avez vu comment ils ont attaqué Jean-Baptiste Kassé, quoi? Vous avez vu comment ils ont attaqué ces sangs? Madame, je me suis battu. Madame, dans sa peureté, parce que madame, je vais vous dire une chose. Peut-être que vous ne le savez pas. Moi, Ados Ndombassi, j'ai sauvé ces sangs-là. J'ai sauvé Jean-Baptiste Kassé, quoi? En quoi faisant? Plénière dans l'Assemblée nationale, députés nationaux, rapporteur général Aye, abani gotanga rapport. Pour balongola délice sanga na Jean-Baptiste Kassé quoi na Ados Ndombassi na tenu na orange na télémi na Assemblée nationale na ici président Mbosso, ça ne passera pas. Tous les députés nationaux voulaient que délice sanga quitte l'Assemblée nationale. Tous les députés nationaux voulaient que Jean-Baptiste Kassé quoi quitte l'Assemblée nationale. Maman nangai bon mon a image moko le président Mbosso alobaka à partir d'aujourd'hui tenu c'est le jour où Ndombassi j'ai défendu Délice Sanga. C'est le jour où moi de Ndombassi, j'ai défendu Jean-Baptiste Kassé quoi. N'a lobby clairement l'Assemblée nationale qui va colo moité. Mais pourtant, ce sont ceux qui ils vous ont livré quand même en disant cette histoire de 21 000 $. Madame, s'il vous plaît, parce que c'était une réalité. Naïbisi Bango, clairement, dans l'Assemblée nationale, est-ce qu'il va lobby Lukuta? Tous aura 21 000 $, tous aura un Madame, qui a eu le courage au téléma? Et je vous le dis, ce jour-là, vérifiez. Les caméras de la RTNC, vérifiez ce jour-là. C'est le jour où le président Mbosso se dit honorable Ndombassi, parce que j'avais dit la vérité. Voilà. Vous avez dit la vérité, mais bon, on va quand même retenir que Ados Ndombassi touche 21 000 $. Ce n'est pas faux, madame. Mais ce n'est pas faux, madame. Ce n'est pas faux. Mais maintenant, j'aimerais vous dire ceci, madame. Après, il met en place, il introduit une madame, proposition de il faut le faire. Vaut mieux tard que jamais, il faut le faire, madame. Parce que je le redis encore une fois de plus. Vous voyez, toutes ces personnes qui crient « Oh non, député, à 21 000 $, Bisu Sotokotikuna, Torocha. » Le Kouta, madame, c'est tout à fait faux. Ils prendront ces 21 000 $. Et c'est pour cela, avec mon équipe, nous nous sommes décidés, bien sûr, de placer cette loi au niveau du Parlement pour dire non au train de vie de l'État. Quelle autre loi en 5 ans? Il y a eu cette loi, mais il y a eu la loi sur les pompiers. Madame, oui, tout à fait. Ah, madame, oui, j'ai déposé une dizaine de propositions de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Combien ont été examinées? Excusez-moi, madame. Depuis le 17 juin 1960, date de la première législature en République démocratique du Congo, aucun député national n'a pu déposer 10 propositions de loi. Je parle de 1960, c'est-à-dire au Tchibak Vieux Bomboko, Kalonji, Iléo.
personne n'a déposé 10 propositions de loi. Et ces propositions de loi concernent le social du Congolais. Prenons la loi sur les sapeurs-pompiers. Madame, nous sommes dans une ville qui a 20 millions d'habitants, la ville de Kinshasa. Mais la ville de Kinshasa n'a que 9 camions anti-incendie. Et 5 camions sont en panne. Nous n'avons que 4 camions anti-incendie qui sont tous placés au niveau de la Gombe, que je considère comme la République démocratique de la Gombe. Mais madame, quand un incendie se déclare au niveau de Massina, quand un incendie se déclare au niveau de Malekwa, comment vous faites avec tous les embouteillages? Avec cette loi, nous initions une école nationale des sapeurs-pompiers, dont aussi nous allons donner du travail à plusieurs jeunes, à des milliers de jeunes. Ça fait longtemps que vous avez déposé cette loi. Oui, ça fait longtemps. Toujours pas examiné. Madame, pourquoi? ce n'est pas examiné. On nous a donné conseil d'aller rencontrer le vice-premier ministre de l'Intérieur, à qui j'ai amené un projet de réglementation pour voir le plus rapidement comment organiser le corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Une deuxième loi, madame. Proposition de loi. C'est sur les soins préhospitaliers et urgences en République démocratique du Congo. Madame, par soins préhospitaliers, vous savez, sous d'autres cieux, quand une personne tombe malade à la maison, il y a la possibilité de prendre un numéro vert, appeler, et il y a une ambulance qui arrive. Malheureusement, à Kinshasa, ce n'est pas le cas. Quand vous tombez malade, madame... En RDC, pas qu'à Kinshasa. En RDC, excusez-moi. En RDC, madame, quand vous tombez malade, malheureusement, vous allez voir, c'est un wewa qui peut arriver pour transporter un malade, ou on place le malade dans une voiture catch, dans un taxi catch, ce qui n'est pas normal, madame. Ce que nous voulons, c'est sauver des vies. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui qu'il y ait un système d'urgence avec des ambulances qui permettraient aux Congolais comment on appelle, de ne pas décéder aussi facilement. Vous savez, j'ai rencontré un médecin directeur de l'hôpital de la clinique Galema, qui me dit, honorable Nomassi, vous savez, la plupart des patients qui arrivent aux urgences la nuit sont déjà morts. Tout justement parce que la prise en charge est tardive. Autre chose, par soin d'urgence, c'est-à-dire chaque Congolais qui arrive aux urgences doit être soigné gratuitement. Il n'est pas question de demander à une personne qui est dans le coma de payer d'abord 20 $. Sauver d'abord la vie. Donc l'idéal, c'est de sauver la vie humaine. Troisièmement, madame, il y a une proposition de loi sur... Excusez-moi, je parle rapidement. Je vous en prie, on va bientôt terminer. Vraiment, il y a une proposition de loi sur les bavures policières. Ok, madame? Dans ce pays, la police congolaise tue énormément. Vous savez, j'ai entouré en 2019 deux jeunes enfants, Jordan et Adonai, 13 ans et 16 ans. Un policier tire devant une école. 2 enfants sont tués. Je les ai enterrés à Kitambo. Mais madame, il faut indemniser les familles. Rossi Mukendi est mort dans ce pays. Il a laissé 2 enfants. Rossi Mukendi a été tué par qui? Par la police congolaise. Thérèse Kabangala a été tuée par qui? Par la police congolaise. Mais nous savons tous qu'aux États-Unis, Joy Floyd, qui a été tué par les policiers américains, sa famille a été indemnisée. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, que l'État congolais, puisque la balle appartient à l'État congolais doit indemniser toutes les personnes victimes des bavures policières. Et pour terminer, madame, ce chapitre-là des bavures policières, madame, il y a un enfant, Mbouimbombo, qui est décédé dernièrement, qui a reçu une balle perdue et malheureusement, la balle s'est logée dans sa colonne vertébrale et donc l'enfant est resté handicapé à vie. Une autre fille, Josie Oubakatana, 13 ans, qui en ce moment est à Kalouka. Elle était à Ngalema, elle a fait 7 ou 8 mois, mais malheureusement, elle vient d'être chassée de la clinique Ngalema. Cet enfant-là, qui devient paralysé à vie, doit aussi être indemnisé par l'État congolais. Madame, il y a une 4e loi. On va terminer rapidement. Énumérez-nous, on a déjà cité 4 ans. On va finir parce que là, c'est vraiment la fin. Excusez-moi, madame. Il y a une loi, excusez-moi, sur les marchés publics. Ce que nous demandons par cette loi, madame, la RDC a énormément de chômeurs. Et par cette loi, qu'est-ce que nous demandons? Nous interdisons à l'État congolais d'importer les meubles en République démocratique du Congo. Je ne peux pas comprendre comment à la présidence de la République, par exemple, les meubles viennent du Liban, les meubles viennent de Chine, les meubles viennent de Turquie. Vous allez à l'Assemblée nationale, c'est pareil, à la primature, c'est pareil. Madame, nous avons énormément de jeunes qui sont au chômage. Quand aujourd'hui, vous... Non, qu'à venir à Météo ici, madame, mais c'est sérieux, madame. Parce que quand vous, président de la République, quand vous, Premier ministre, vous achetez des meubles en Chine, vous donnez du travail à des jeunes Chinois que vous ne connaissez pas. Quand vous achetez des meubles au Liban, vous donnez du travail à des jeunes Libanais que vous ne connaissez pas. Et vos jeunes à vous, vos Koulouna,
qui vont les exploiter. Il y a le service national qui exploite plutôt bien et le jeune de Météo, président de la République, monsieur le ministre, premier ministre, utiliser les jeunes du service national ou de Météo. Mais madame, mais pourquoi pas aussi initier une menuiserie nationale qui aura pour objectif, bien sûr, de fabriquer des meubles pour toutes ces institutions de l'État. Madame, il y a aussi une autre loi. Madame Élisée Odia, juste, je vous dis, vous parlez... Vous citez juste la proposition et vous allez expliquer plus tard. C'est mieux de l'expliquer, madame, aussi. Je vous réinvite, vous savez. Il y a une loi sur la dépolitisation des entreprises publiques. Madame, dans ce pays, le politique assassine les entreprises publiques. Prenons le cas de la SNEL. Madame, vous avez aujourd'hui 90 millions de Congolais qui n'ont pas d'électricité. Ça va faire plus de 40 ans. Mais le problème, c'est lequel? C'est à la tête de la SNEL, vous placez un directeur général qui vient de l'UDPS. Mais la SNEL devient carrément la caisse de l'UDPS. La régie des eaux, pareil, madame. Donc ce que nous voulons, c'est de dépolitiser les entreprises publiques, mais donner aussi plus de valeur aux agents de carrière. Merci. Une autre loi on va en sur parler, le statut de l'artiste. Statut de l'artiste, on en parlera. Vous savez quoi? Au mois de novembre prochain, il y aura une série. Vous le promettez, j'espère. Si, vous avez ma parole. On va reparler de votre bilan, mais également de vos différents projets dans une toute nouvelle émission qu'on va lancer. Mais en tout cas, on se dit merci. Mais merci beaucoup. J'aimerais juste dire aux gens qui soutiennent le docteur Mukwege, c'est possible, s'il vous plaît, à toutes ces personnes qui ont pour souhait d'accompagner le docteur Mukwege, intégrer énormément la Brigade Orange. La Brigade Orange, c'est un mouvement d'éveil et de conscience qui fait partie du regroupement aussi ACRN, qui est l'Alliance pour la refondation de la nation congolaise. Venez nombreux, et si vous voulez contacter l'honorable Dombassi, vous pouvez m'écrire au 099 99 11 972. Ça y est, il fait sa promo. 099 99 11 972. Non, c'est juste pour ces personnes qui veulent contacter l'honorable Dombassi. 099 99 11 972. Le service commercial vous verra. Merci beaucoup. Vous avez profité. Merci beaucoup, madame Élisée Odia. C'est un grand plaisir. Dombassi d'avoir répondu à notre invitation. Mais je n'ai présenté que quelques lois, mais on continuera de parler de ça. C'est très très important de voir, parce que c'est ça aussi votre rôle, c'est de parler, c'est d'initier des lois et des propositions de loi. On se dit merci, à très très bientôt. À très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Dites-nous la vérité en attendant. Prenez soin.